Eh bien, tout d'abord, merci d'être présent à cette formation que nous organisons pour la troisième fois pendant cette période exceptionnelle de confinement. Le premier webinaire parlait de l'organisation en télétravail. Le second webinaire traitait quant à lui de la communication à distance. Et ce troisième webinaire est consacré au fait de trouver de nouveaux clients sur Internet en repensant sa stratégie d'acquisition. Ce troisième webinaire fait tout simplement l'objet de la suite du webinaire précédent. Si vous avez suivi avec nous le webinaire sur comment communiquer à distance, nous avons parlé de nombreuses solutions pour pouvoir communiquer à distance lorsque vous êtes en télétravail, en confinement, mais de manière globale grâce à Internet. Et nous avons terminé par un troisième point qui concernait l'inbound marketing, qui était une forme de marketing digital qui permet de mettre en place une stratégie d'acquisition. Et nous allons du coup partir de ce troisième point pour pouvoir développer un peu plus l'acquisition client. Nous allons voir dans un premier temps ou revoir l'inbound marketing pour ceux qui n'étaient pas là sur des courtes slides. Ensuite, nous allons parler du site internet et les différents leviers de visibilité par rapport à votre site internet dans votre stratégie d'acquisition. Nous parlerons ensuite des pages d'atterrissage et comprendre ce qu'elles sont et à quoi elles servent. Et enfin, nous terminerons par une partie consacrée aux données et à l'analytics, c'est-à-dire comment les statistiques de votre site internet peuvent vous permettre de mieux comprendre le comportement de vos utilisateurs et de vos prospects et donc d'optimiser la transformation de ceux-ci. L'inbound marketing, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une stratégie d'acquisition client, de marketing digital qui se base sur quelque chose de très simple. Il y a énormément de personnes sur Internet. Et l'avantage d'Internet, c'est que vous pouvez diffuser votre contenu à une masse de gens très importante. Et en plus, vous pouvez mesurer très facilement qui sont ces personnes, combien elles sont, si elles regardent votre contenu et combien de fois elles restent sur votre contenu. Si je peux comparer ça à du marketing classique, si jamais vous faites un affichage publicitaire en bord de route, vous ne pourrez pas savoir exactement combien de voitures sont passées devant le panneau, ou alors combien de personnes étaient présentes dans ces voitures, combien ont regardé votre affiche, et combien ont appelé le numéro de téléphone, à part si vous mettez un numéro de téléphone spécifique éventuellement. Mais c'est très compliqué d'avoir les volumétries et les données importantes qui permettent de savoir exactement combien de personnes j'ai pu acquérir, combien de prospects de clients j'ai pu acquérir grâce à ce support. Eh bien, le but de l'inbound marketing, c'est d'utiliser l'ensemble des utilisateurs d'Internet et de les cibler et de mettre en place les bons moyens de pouvoir les récupérer. Les quatre étapes de l'inbound marketing que nous avions vues ensemble lors du dernier webinaire sont le fait de les attirer, le fait de les convertir, le fait de les engager et le fait de les fidéliser. Attirer, c'est faire venir à soi les gens. C'est être présent sur différents supports et médias de communication qui vont vous permettre d'être visible et que donc vos futurs prospects puissent vous trouver. Convertir, c'est le fait d'avoir réussi à transformer ces personnes qui sont sur votre support de communication pour qu'ils puissent venir communiquer avec vous, commander avec vous, être engagés avec vous. Engager, c'est justement la troisième étape. C'est le fait de maintenir le lien avec ce prospect ou ce client une fois qu'il est rentré dans mon tunnel d'acquisition. Et fidéliser, eh bien c'est tout simplement garder le lien avec le client, avec le prospect, et le tenir informé et lui envoyer des informations. Lors du dernier webinaire, nous avions identifié dans les grandes lignes les différents supports qui pouvaient servir à chaque étape. Pour attirer, on parlait du site internet, des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, et du Google My Business. Pour le fait de convertir, on parlait des emails, des formulaires de contact et du téléphone. Pour le fait d'engager, on parlait des vidéos sur les réseaux sociaux, des appels, des visioconférences et des emails. Pour garder le lien, on parlait des réseaux sociaux et des emails sous la forme de newsletter. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux étapes en particulier de ce tunnel de conversion, de ce tunnel d'acquisition, qui sont les étapes d'attirer et de convertir. On va essayer de bien comprendre les enjeux d'attirer quelqu'un pour pouvoir avoir un prospect qualifié et donc pouvoir le transformer, et comment le convertir et comment optimiser surtout ma conversion et donc avoir une meilleure acquisition. La première étape de notre chemin sur l'acquisition, ça va être de parler de votre site internet. Le site internet, on en parlait lors du dernier webinaire, c'est vraiment le pilier central de votre communication. C'est ce qui va vous permettre d'afficher des informations de manière complète, exhaustive si possible, avec le plus de précision,
le plus de segmentation et surtout le fait de pouvoir construire des pages que vous allez pouvoir utiliser de manière complètement indépendante. Lorsque l'on parle de réseaux sociaux, par exemple, un réseau social, c'est un fil continu. C'est-à-dire que vous allez devoir défiler l'ensemble des informations pour pouvoir accéder à une information précise. L'avantage d'un site internet, c'est que les informations vont être directement ciblées. Et donc votre site internet, en ça, c'est vraiment l'élément essentiel de votre communication, en particulier pour l'acquisition. C'est celui qui permet de faire le plus d'acquisitions ciblées. Alors, on va voir 3 points très rapides ensemble. L'ergonomie, le référencement naturel, le référencement payant et les statistiques. Pourquoi très rapide? Parce qu'on pourrait presque faire un webinaire sur chacun de ces sujets, mais nous allons essayer quand même de trouver en substance quels sont les points importants que vous devez surveiller sur chacun de ces points pour votre site internet. L'ergonomie, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que votre site est facilement navigable? Le référencement naturel, on va essayer de comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est, comment on peut s'en servir pour être vu, pour être visible, et donc pour attirer des prospects et potentiellement les convertir. On va parler de son pendant ou de son alter ego, le référencement payant, qui lui aussi est une manière d'acquérir de nouveaux prospects et de nouveaux visiteurs sur son site. Et surtout, on va parler de quelque chose qui est souvent oublié ou mis de côté sur les sites internet, que sont les statistiques. Et l'importance des statistiques sur un site internet et surtout sur une stratégie d'acquisition pour pouvoir optimiser cette stratégie. L'ergonomie, je vous ai préparé une slide dessus, c'est tout simplement, est-ce que votre site internet, il donne envie de s'y attarder? Est-ce que votre site internet va donner envie que l'on puisse lire votre contenu? Est-ce qu'il va être séduisant? Est-ce qu'il va créer du suspense sur l'information que je veux chercher? Est-ce qu'il va créer de l'émotion ou de l'intérêt? L'ergonomie, c'est avant tout savoir mettre en forme son site internet pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et donc qu'il ait envie de partir, mais surtout d'arriver à mettre l'information au bon endroit pour pouvoir garder l'attention de l'utilisateur. Quelques questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir voir si votre site est fait de manière ergonomique. La première question, c'est combien de clics sont nécessaires pour les actions que je souhaite réaliser? Par exemple, si je souhaite que mon utilisateur qui visite mon site puisse trouver l'information du prix de mon intervention, si je fais des interventions, combien de clics vont être nécessaires à ce qu'il trouve cette information-là? Si la réponse est plus de 2 clics, c'est peut-être que votre site est trop dense en termes de hiérarchie de pages, en termes d'organisation, et qu'il faut peut-être repenser l'information pour pouvoir la trouver plus facilement. La deuxième question, c'est est-ce que votre site il donne envie de continuer à le lire? Que ça soit avec le scroll, c'est-à-dire quand on va descendre sur le site pour pouvoir le faire naviguer, ou alors avec le clic, c'est-à-dire qu'on va passer de page en page, il faut inciter l'utilisateur à continuer. Et pour inciter l'utilisateur à continuer, on en a parlé ensemble la semaine dernière, vous devez utiliser des supports visuels, des images, des iconographies, des icônes, des vidéos, des montages, bref, toutes les choses visuelles qui potentiellement peuvent attirer l'œil de votre prospect, de votre utilisateur, et qui vont lui donner envie de continuer et de passer à l'étape d'après, pour ne pas qu'il s'arrête en plein milieu. Et puis, la dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre site il est optimisé pour tous? Est-ce que vous avez vérifié que le contraste de votre site n'est pas handicapant pour quelqu'un qui aurait des problèmes de perception de la couleur, pour quelqu'un qui serait daltonien, ou pour quelqu'un qui aurait des problèmes de perception de contraste? Si par exemple vous avez un contraste trop léger, peut-être qu'il ne pourra pas faire la différence entre les caractères et le fond. A l'inverse, si vous avez un contraste qui est trop tranchant, peut-être que cela peut être agressif, et donc pas très joyeux pour donner envie de continuer. Est-ce que vous avez pensé à la taille des boutons? Pour que les boutons soient assez gros et assez visibles pour tous, même ceux qui ont des problèmes de visibilité. Est-ce que vous avez pensé à rendre votre site, pourquoi pas, audio accessible? C'est quelque chose qui devient très important aujourd'hui dans la conception de site internet, c'est de pouvoir éventuellement rendre son site disponible à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et est-ce que votre site propose une version non-voyante ou malvoyante? Est-ce que la taille des textes, est-ce que la taille des images, est-ce que c'est proportionnel, est-ce que c'est bien pensé, est-ce que c'est léger, est-ce que ça donne envie de continuer, est-ce que c'est attractif? Pour ça, il y a une manière très simple. Vous prenez votre site internet, vous envoyez votre site internet à 5, 6, 7, 8 amis proches, et vous leur demandez tous de trouver une information, en particulier qui se trouve sur votre site internet dans une des sous-pages de votre site.
eh bien voyez combien vont vous répondre, combien ont eu des difficultés pour trouver cette information et en combien de temps ils ont trouvé cette information. C'est déjà un bon indicateur pour quelqu'un qui n'a pas créé le site ou qui n'est pas dans le domaine du digital pour voir comment son site est perçu et utilisé par des utilisateurs qui ne sont pas à l'origine du site. Une fois que votre site est bien pensé, ou en tout cas qu'il est optimisé de manière ergonomique, on va pouvoir se poser la question de comment faire en sorte que les gens arrivent sur mon site. C'est important d'avoir un site internet, c'est important de mettre en avant vos images, vos savoir-faire, vos valeurs ajoutées, vos qualifications, vos produits, vos services. Mais vous devez être visible. Il faut que les personnes puissent trouver votre site internet, et pas seulement en bas de votre flyer, de votre carte de visite ou de votre camion. Bien sûr, ce sont des sources d'acquisition, mais comment on peut faire pour que grâce à internet, de manière naturelle, ils puissent le trouver? Eh bien, c'est tout le sujet d'un élément qui s'appelle le référencement naturel. Alors vous en avez sans doute déjà entendu parler un petit peu, moyennement, beaucoup pour certains. Je vais donc refaire un point sur les 5 éléments qui sont pour moi très importants à surveiller lorsqu'on parle de référencement naturel. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le référencement naturel, c'est la manière dont Google et les moteurs de recherche, mais en priorité Google, va positionner votre site sur ses pages de recherche. C'est-à-dire quand vous allez taper un mot-clé dans votre moteur de recherche, vous allez avoir des sites qui vont apparaître, certains payants, on y viendra après, certains avec du Google My Business, on en a parlé la dernière fois, mais certains sont placés juste en dessous. Et ce sont les sites dans lesquels vous allez pouvoir rechercher de l'information. Eh bien, le classement de ces sites, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Comment faire en sorte que son site remonte dans les résultats de recherche? 5 points importants. Première chose, optimisez votre contenu. Pour faire de la bonne acquisition, il faut comprendre ce que l'utilisateur va taper dans son moteur de recherche. Et donc vous allez devoir faire en sorte que chaque page corresponde à une sémantique précise, un produit précis, un service précis, pour que cette sémantique soit reconnue par Google et que cette page en particulier soit bien référencée dans Google sur ce service ou ce produit. Je ne parle pas de votre page d'accueil. Votre page d'accueil, elle doit être généraliste. C'est votre point d'entrée sur votre site internet. Mais ensuite, chaque page doit avoir du contenu qui est unique. C'est-à-dire que si vous proposez 3 produits différents, et que ces 3 produits concernent 3 familles ou 3 secteurs d'activité bien différents, faites 3 pages distinctes pour que chaque page ait sa propre sémantique et que Google puisse référencer chaque page. En parlant de contenu, pour rappel, une bonne page d'un site internet doit avoir minimum 350-500 mots ou plus pour que le contenu soit pertinent aux yeux de Google. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, Google référençait tout le monde parce qu'il avait besoin d'avoir du volume de recherche. Aujourd'hui, il a du volume de recherche, donc il n'a plus besoin d'ajouter de nouvelles personnes, sauf si ces personnes ajoutent de la valeur ajoutée aux résultats de recherche. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que Google est orienté contenu, parce qu'il va avant tout regarder votre contenu pour savoir si vous avez de la valeur ajoutée. En parlant de ce contenu, c'est bien de mettre du contenu, mais il faut penser à structurer ce contenu. Pour ça, il y a plusieurs choses que l'on peut faire, notamment optimiser le code de votre site avec les balises qu'on appelle les balises de titre, les headings. Et ces headings sont les balises qui vont structurer votre contenu. Exactement lorsque quand vous réalisez un document de synthèse, vous mettez un titre 1, un titre 2, un titre 3, des sous-titres 1.1, des sous-titres 1.2, des sous-titres 1.3, eh bien votre site doit être conçu de la même manière. Il doit être conçu comme un document quasiment que vous alliez rendre en synthèse à un client ou à un prospect pour qu'il soit compréhensible. La seule différence, c'est que la personne qui va lire le document en face de vous, c'est Google. Pensez, si c'est possible et si vous avez des compétences techniques, à renseigner les balises de votre site, ou faites-le faire par votre webmaster, par votre agence ou par un expert de référencement naturel, pour ajouter les textes alternatifs, les métadescriptions, les descriptions, tous ces petits éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'en fait ils sont dans le code de votre page informatique, mais que Google va lire. Et en parlant de Google, pensez également aux robots. Les robots vont venir scruter votre site internet. Et sur votre site internet, il y a des choses qui sont essentielles et qui sont obligatoires pour que Google puisse bien référencer votre site. Un sitemap, un fichier de robot, des fils d'Ariane, le HTTPS, c'est-à-dire que votre site soit sécurisé. Tout ça, ce sont des éléments techniques qui parfois peuvent paraître contraignants ou obscurs, mais qui sont en réalité souvent très simples à mettre en place. Un sitemap, ce n'est ni plus ni moins qu'un fichier de texte qui va comprendre toutes les adresses
de toutes les pages de votre site internet. Un fichier de robot, ce n'est ni plus ni moins qu'un fichier texte qui va comprendre les instructions pour savoir si les robots peuvent ou non scanner votre site. Le fil d'Ariane, ce n'est ni plus ni moins que la suite logique des pages pour pouvoir arriver sur la page sur laquelle je suis. Et le HTTPS, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est le petit cadenas en haut dans la barre de recherche de votre site internet, dans la barre d'adresse, qui vous permet de savoir que le site est sécurisé. Aujourd'hui, la plupart des hébergeurs proposent des certificats, soit gratuits, soit une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'euros. Et cet élément-là, qui du coup n'est pas un investissement important, vous permet d'améliorer votre référencement considérablement, parce qu'aujourd'hui Google souhaite que les sites et la navigation soient sécurisés. Et même si vous n'êtes pas un site e-commerce et même si vous n'êtes pas un site marchand, c'est important de sécuriser votre site. Enfin, le dernier point que j'ai mis, je l'ai mis seul sur sa ligne parce que c'est vraiment le point qui devient le plus important et dont vous entendez le plus parler si vous suivez le référencement naturel, c'est le netlinking. Qu'est-ce que c'est que le netlinking? Eh bien, comme dans la vie réelle où vous créez du réseau, vous avez les cartes de visite des copains dans les poches, où vous avez dans votre téléphone portable les contacts de vos principaux partenaires, et vous les donnez lorsque quelqu'un vous sollicite pour avoir de l'aide. Le netlinking, c'est le fait de faire du lien entre votre site et le site de vos partenaires, le site des gens avec qui vous travaillez, le site de vos clients. Pourquoi? Parce que si on a deux sites côte à côte, qui ont exactement le même contenu, qui ont exactement le même optimisation technique, comment Google va faire la différence entre le site qui est le plus intéressant? Eh bien tout simplement en regardant le nombre de sites qui vont pointer vers ce site-là et qui donc vont en faire une référence, une autorité. Le but du référencement naturel, c'est de générer de la visibilité mais sur le long terme. Tout simplement parce que ces actions-là, elles prennent du temps et que les algorithmes de Google sont très efficaces mais ils sont très temporels. Ça veut dire qu'ils vont regarder votre site une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parfois plusieurs centaines de fois dans le mois, mais ce référencement-là, il n'aura d'effet visible qu'au bout de 4, 5, 6, 7, parfois 12 mois avant d'être vraiment ayant un impact fort dans votre position au sein du moteur de recherche. Tout simplement parce qu'il va d'abord falloir faire descendre les autres sites qui sont avant vous, et donc si eux sont aussi bien positionnés, eh bien ça va être une sorte de concurrence qui va se jouer, et donc les deux vont rivaliser. Si on ne veut pas faire de la visibilité long terme, et qu'on veut tout de suite générer de la visibilité court terme, il existe le référencement payant. Alors le référencement payant, ça semble parfois obscur pour certains, et c'est parfois quelque chose de particulier. Quand on parle d'acquisition avec du référencement payant, eh bien c'est tout simplement le fait de payer une régie publicitaire pour pouvoir être diffusé en premier en tant que contenu. Il existe deux grands types de régies publicitaires. Le Google Ads, qui est la régie principale et la plus connue en général de personnes qui font du référencement payant. Et puis il y a toutes les régies publicitaires des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Les avantages de ces régies publicitaires, c'est qu'elles collectent les données des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez mettre en place votre stratégie d'acquisition et que vous allez vouloir récupérer de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Vous allez vouloir cibler ces prospects et ces clients. Vous allez vouloir les identifier. Faire ce qu'on appelle dans le domaine du marketing des personae, c'est-à-dire que vous allez dire mon client type, c'est un homme ou une femme qui a entre 25 et 38 ans, qui travaille dans tel secteur d'activité, qui gagne tant en moyenne et qui est plutôt intéressé comme sujet par la santé, la nutrition, etc., etc. Eh bien, la régie publicitaire Google ou des réseaux sociaux, grâce aux données qu'elles collectent sur leurs utilisateurs, vont vous permettre de faire ce ciblage. Et en échange de ce ciblage très précis, eh bien, vous devez payer. Vous devez payer au clic et donc à l'acquisition que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre annonce, eh bien, vous allez dépenser de l'argent dans cette régie, puisque potentiellement, comme vous avez identifié et ciblé les personnes qui doivent cliquer, elle vient de vous fournir un lead, un prospect qualifié, et donc vous rémunérer. Chez Google, les coûts d'acquisition sont entre 50 centimes à 1,50 € du clic en général, sauf pour certains mots-clés particuliers. Par exemple, le mot-clé de serrurier à Paris vaut plusieurs centaines d'euros. Et puis après, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ça va dépendre du type de publication. 4 conseils, encore une fois. Choisir le bon support. Google va vous proposer 3, 4, 5 supports différents. Des annonces classiques,
que vous pouvez retrouver au-dessus de la recherche naturelle dans le moteur de recherche. Du display, ce sont les petits encarts publicitaires que vous avez sur les sites internet lorsque vous naviguez. Du shopping, ce sont les produits qui apparaissent en haut de la page Google lorsque vous tapez un produit et qu'il peut être acheté. Choisissez le bon support en fonction de votre objectif. Variez les accroches. Google vous permet de modifier vos annonces et de faire plusieurs annonces qui vont dépenser le même budget. Alors n'hésitez pas, lorsque vous construisez votre campagne, ou lorsque vous faites faire construire votre campagne par une agence ou par un expert, de lui demander à varier les accroches, pour voir quelles accroches fonctionnent le mieux en fonction de vos prospects. Concernant les réseaux sociaux, pensez à cibler au maximum. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux, on a le défaut, lorsqu'on fait de la publicité payante, de ne pas assez cibler. On veut essayer de toucher le maximum de personnes. Sauf qu'en voulant toucher le maximum de personnes, vous avez un taux de transformation qui est ridicule, tout simplement parce que vous allez avoir énormément de pollution, de déchets dans les clics, de clics qui ont été faits par hasard par des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées parce qu'elles ne sont pas assez ciblées. Il vaut mieux avoir une très 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 petite cible qui transforme énormément qu'une trop large cible qui ne transforme pas assez. Et ne pas confondre social et publicité. Ce n'est pas parce que vous êtes présent sur LinkedIn, parce que vous avez besoin d'entretenir votre réseau social professionnel, que votre cible est sur LinkedIn. Donc ce n'est pas parce que vous êtes présent sur un réseau social que vous devez faire de la publicité payante sur ce réseau social. Utilisez le bon réseau social en fonction de votre cible et générez la visibilité instantanée et qualifiée. Le troisième point dont je voulais parler un peu plus rapidement, on en a parlé la semaine dernière, c'est votre présence sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'être présent sur les réseaux sociaux pour trois objectifs différents. Votre marque employeur, c'est le but de Facebook par exemple, on en a parlé la semaine dernière, pouvoir faire vivre sa marque sur le réseau social Facebook, ça permet à vos salariés de partager vos publications et de faire vivre l'image de votre marque. Instagram, ça vous permet de créer des communautés qui sont engagées. C'est aujourd'hui le réseau social qui a le meilleur taux de transformation. Bien sûr, il faut que votre activité s'y prête. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours trouver des photos parallèles que vous pouvez mettre sur Instagram. Une photo de tasse de café, du bureau, des camions, des visites, des nouvelles villes qu'on visite pour faire vivre le réseau social tant que la communauté n'est pas assez mature pour l'utiliser. Et LinkedIn, le réseau social professionnel, pour montrer votre valeur ajoutée à votre propre entreprise, mais également à la communauté de professionnels. On recommande 2 à 3 publications par semaine, automatiser un maximum. La semaine dernière, je vous parlais de logiciels comme Outsuite, H-O-O-T-S-U-I-T-E ou Buffer, qui sont des logiciels soit gratuits, soit payants, qui permettent de automatiser vos publications pour tout faire d'un coup. Et puis, respectez votre ADN. Votre entreprise, elle a une ADN. Votre société, elle a une manière de fonctionner. Elle a une manière d'aborder les clients. Elle a des valeurs qui lui sont propres. Mettez ces valeurs sur le papier, mettez votre manière de communiquer sur le papier et respectez cet ADN lorsque vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie site internet. Voilà pour les 3 grands leviers que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site internet pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. Soit le référencement naturel, et donc la visibilité par le moteur de recherche, soit le référencement payant, vous investissez mais vous avez un retour sur investissement, soit les réseaux sociaux, où vous allez pouvoir créer des communautés qui vont accéder à votre site internet. Il y a un dernier mode de trafic dont on n'a pas parlé, qui est le trafic direct, lorsque vous laissez une carte de visite ou un flyer, mais on y reviendra un peu plus tard dans la partie statistique. Le deuxième chapitre de notre webinaire, ce sont les pages d'atterrissage. Les pages d'atterrissage, c'est souvent quelque chose qui est méconnu des utilisateurs et qui pourtant sont utilisées au quotidien par tous. Les pages d'atterrissage, ce sont des pages spécifiques de votre site internet qui ne sont pas présentes dans votre menu ou dans votre arborescence, mais qui servent à transformer de manière plus efficace les visiteurs. Ces pages, vous les connaissez. Une page correspond à un produit, un service, une offre. Je vous en montrerai quelques exemples juste après. Sur ces pages d'atterrissage, qui vont pouvoir être des pages d'atterrissage que vous allez diffuser sur vos réseaux sociaux, que vous allez pouvoir diffuser sur vos annonces payantes, eh bien ces pages d'atterrissage, elles ne doivent pas avoir de navigation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait en haut de votre page des éléments qui permettent de changer de page. Tout simplement parce qu'on va vouloir éviter les distractions et concentrer les gens sur cette page d'atterrissage.
On va surtout mettre en place aussi des appels à l'action sur ces pages d'atterrissage. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des boutons, des liens ou des formulaires qui vont permettre à l'utilisateur de nous contacter, d'envoyer un mail, de récupérer le catalogue de produits, de récupérer mon livre blanc, de récupérer le dernier tarif des offres. Pourquoi on va me proposer de récupérer toutes ces informations-là? Tout simplement parce qu'en échange, on va demander une information, un numéro de téléphone, une adresse mail, un contact, pour pouvoir faire de l'acquisition et donc prendre ce futur prospect dans ma base de données. Et puis ce qui va être important sur une landing page, ça va justement être de mesurer les données. Le nombre de clics sur les boutons, le nombre de formulaires envoyés, le nombre de personnes qui sont arrivées sur cette page. Pour ça, je vous donne une petite astuce pour les plus techniciens d'entre vous. Google a créé ce qu'on appelle un Campaign Builder. C'est quoi? C'est un outil qui vous permet de renseigner votre site internet, le type d'action de publicité que vous faites, le type d'outils que vous utilisez pour pouvoir communiquer auprès de vos clients, le nom de votre campagne publicitaire et de vous fournir un lien unique. Dans l'exemple que je vous affiche à l'écran, j'ai mis monsite.com, j'envoie une newsletter, le lien que je vais fournir est sur le bouton du milieu de ma newsletter et c'est pour mon nouveau produit. Eh bien, le lien qui est à droite et que je vous affiche à l'écran, c'est un lien unique que vous fournit Google. Et ce lien unique que vous fournit Google, si vous le mettez dans le bouton du milieu de votre newsletter, dans vos données statistiques de Google Analytics, dont on parlera après, il vous indiquera que vous avez eu tant de clics sur ce bouton-là en particulier. Alors c'est un outil qui peut être un peu obscur et un peu compliqué à mettre en place, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert ou de suivre différents tutoriels sur cet élément, mais c'est vraiment un élément très important sur les landing pages, c'est de pouvoir identifier qui arrive, d'où ils arrivent et comment ils sont transformés. Quelques exemples de landing page pour que vous puissiez bien comprendre. La landing page la plus simple possible que vous avez déjà tous rencontré dans votre vie, c'est les landing pages de connexion au réseau Wi-Fi public. Par exemple, celui-ci de Tanuki à Dubaï, qui vous demande votre nom, votre email et votre numéro de téléphone pour pouvoir accéder au Wi-Fi. Est-ce qu'en réalité, ils ont besoin d'avoir ces informations-là pour vous laisser accéder au Wi-Fi? D'un point de vue légal, vous me direz, pour être sûr de qui fait quoi sur leur réseau? Oui, mais ça leur permet aussi de récupérer de l'information sur qui vous êtes. Un autre exemple, on parlait d'Outsuite la semaine dernière lors de notre webinaire, qui est un outil qui permet d'automatiser complètement sa publication sur les réseaux sociaux. Et bien voilà un exemple de landing page. Vous avez le produit en haut, le bouton qui permet directement d'essayer ma période d'essai, tous les points forts de l'outil et toute la valorisation de l'outil, en bas les produits avec les différents prix et par prix les différents boutons qui me permettent d'accéder directement. Et en dernier bouton tout en bas, encore un bouton d'appel à l'action qui me permet d'essayer gratuitement pendant 10 jours l'application. Un autre exemple enfin, la landing page de souscription d'une banque en ligne, par exemple ici Hello Bank, avec à gauche tous les avantages de leur offre, en haut les avantages de leur offre, et puis après on vous demande un ensemble de formulaires de contact pour pouvoir rentrer. Il n'y a pas de navigation, il n'y a pas de pollution, on va directement aux bénéfices de l'offre et à l'offre qu'on vous propose. Et bien c'est ça, une landing page. Vous allez me dire tout ça c'est très bien, j'ai un site internet, j'ai une landing page, j'ai même plusieurs landing pages avec chacune un objectif différent que j'ai bien défini, pouvoir diffuser mon catalogue de produits, pouvoir récupérer des emails pour la nouvelle saison, pouvoir offrir une offre de service, pourquoi pas, comme vous l'avez sûrement fait, cliquer sur la landing page du webinaire pour pouvoir vous inscrire au webinaire, tout simplement. Une fois que j'ai mis en place ce site internet, une fois que j'ai mis en place ces landing pages, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est là le troisième point important que l'on va aborder aujourd'hui, ce sont les statistiques. Les statistiques, c'est un élément central qui est souvent oublié dans ma stratégie d'acquisition client. Pourquoi? Parce que les statistiques, c'est elles qui me permettent de comprendre comment les utilisateurs naviguent sur mon site internet, comment les utilisateurs parcourent mon site, à quel moment je les perds et à quel moment je les gagne. Et c'est grâce à l'analyse de ces données que je vais pouvoir améliorer la transformation des suivants et que je vais pouvoir repenser cette fameuse stratégie d'acquisition. Trois points à voir ensemble, on va essayer de comprendre les données, d'exploiter ces données et puis d'optimiser la stratégie. Concernant les données, vous connaissez les logiciels aujourd'hui en ligne qui proposent de l'analyse de données,
le plus connu étant Google Analytics, son grand frère étant Google Tag Manager, ou alors une alternative qui est, comment dire, moins décriée en termes de données privées et en termes de données personnelles, Matomo. Ces trois outils, ce sont des outils qui sont gratuits, que vous pouvez mettre en place sur votre site pour pouvoir récupérer les statistiques de votre site internet. Qu'est-ce que ça veut dire récupérer les statistiques de mon site internet? Eh bien, je vous ai mis les 4 sources de statistiques qu'on va chercher à récupérer. En référencement naturel, en SEO, eh bien, le trafic de mon site internet, le nombre de pages par lesquelles les gens sont rentrés sur mon site, le parcours qu'ils ont fait sur mon site, ils sont passés de telle page à telle page, de telle page à telle page, et quand est-ce qu'ils sont partis de mon site. En SEA, en référencement payant, eh bien, les statistiques de mes annonces, le nombre de fois que mon annonce a été vue, le nombre de fois qu'elle a été cliquée. En SMO, donc sur les réseaux sociaux, eh bien, on va essayer de voir le nombre de vues, le nombre de clics, la portée de mes publications. Et enfin, en conversion, qui va être notre élément central dont on va parler juste après, ça va être la transformation. Eh bien, le nombre de fois que des personnes ont envoyé des formulaires sur mes pages de contact, le nombre de fois que j'ai eu des clics, le nombre d'appels que j'ai reçus. Eh bien, toutes ces données-là, vont être des vraies mines d'or pour vous, pour pouvoir comprendre le comportement de vos utilisateurs et optimiser votre site pour améliorer le comportement des futurs utilisateurs. On va essayer de comprendre ces statistiques. Pour les exemples que je vais vous présenter, je vais utiliser un outil de reporting et de dashboarding que nous utilisons dans nos différentes agences qui permet de simplifier énormément la lecture de l'analyse des statistiques, car si vous utilisez quelque chose comme Google Analytics ou Google Tag Manager, parfois les statistiques sont un peu compliquées à prendre en compte. Donc nous avons mis en place une solution qui permet de lire plus facilement les statistiques et c'est avec vous que je vais pouvoir illustrer cela. Dans les statistiques importantes pour le référencement naturel, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Eh bien, je vais pouvoir trouver par exemple les sources des visites. Combien de personnes sont venues par le référencement naturel? Combien de personnes sont venues par le référencement payant? Combien sont venues directement sur mon site? Combien sont venues par les réseaux sociaux? Et puis vous remarquez qu'à droite s'affiche le taux de rebond. Qu'est-ce que c'est que le taux de rebond? Eh bien, je remarque que le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui va passer de moins de 5 secondes sur mon site et qui va directement repartir. C'est-à-dire que soit le site ne se charge pas, soit l'information n'est pas cohérente. Eh bien, je remarque que en taux de rebond de référencement payant, je ne suis qu'à 25%, alors qu'en référencement naturel ou alors en accès direct, je suis à 35 ou 42%. Cela confirme bien que le référencement payant est bien mieux ciblé puisque les gens passent plus de temps sur mon site, de manière générale. Un deuxième élément qui peut être très important, je vous ai mis ici l'exemple d'un site qui revend des produits et qui vend des produits de type pull, cachemire et divers habillements en cachemire. Et on regarde ici les pages d'arrivée, les pages d'entrée sur mon site internet. Et qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque qu'en première page d'arrivée, c'est mon index. En deuxième, c'est les pulls cachemire pour femmes. En troisième, c'est les pulls cachemire haut de gamme. En quatrième, c'est les accessoires et vêtements cachemire. Et à droite, j'ai le nombre de visites qui est généré par les entrées sur ces pages-là. Eh bien, le fait de savoir quelles sont vos pages d'entrée, par exemple, dans votre stratégie, votre optimisation d'acquisition, ça vous permet de savoir les pages qui sont le mieux référencées ou qui sont le plus vues. Et donc, ça vous permet d'être sûr, en vérifiant ces pages, que le contenu est bien optimisé. Et puis, un autre élément qui peut être important, c'est de savoir combien de mots-clés sont enregistrés dans Google. Google, via ce qu'on appelle la Search Console, si vous êtes un peu technicien, vous permet de savoir quels mots-clés sont enregistrés dans Google sur lequel apparaît votre site. Eh bien, l'intérêt d'un outil de reporting ou dashboarding, c'est de pouvoir mettre en avant ces mots-clés-là et comprendre comment vous êtes perçu par Google. Est-ce que vous avez choisi les bonnes sémantiques? Est-ce que vous êtes bien visible? Pour le référencement payant, eh bien, on va tout simplement pouvoir savoir combien de clics on a eu sur nos annonces, combien d'affichages on a eu, c'est-à-dire combien de personnes ont vu nos annonces, quel taux de clics ça correspond, le pourcentage entre le nombre de clics et le nombre d'affichages, et puis le coût par clic moyen que j'ai sur mes annonces. Je vais pouvoir aussi connaître le nombre de conversions qui ont été réalisées, c'est-à-dire à partir de ces fameuses annonces publicitaires, à partir de ces annonces que j'ai payées, combien j'ai déclenché de ventes, et même pourquoi pas quel chiffre d'affaires j'ai déclenché, et en fonction de ce chiffre d'affaires, pouvoir tout simplement
comprendre combien m'a coûté chacun de mes utilisateurs convertis. Je vais pouvoir mesurer l'ensemble de mes dépenses et je vais même aller plus loin. Je vais pouvoir voir le top 5 de mes annonces, de mes campagnes et donc identifier les campagnes et les annonces qui me rapportent le plus de clics. Tout simplement pour arrêter de dépenser du budget sur celles qui ne sont pas efficaces et concentrer mon budget sur celles qui le sont. C'est ça, lorsqu'on parle de repenser votre stratégie d'acquisition, c'est de faire le point sur vos statistiques pour mieux comprendre comment votre site est utilisé. Quelques actions à mettre en place et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre acquisition grâce à vos statistiques. 1. Optimisez vos flux. C'est-à-dire repérer où est-ce que vos utilisateurs arrivent sur le site, repérer où est-ce qu'ils décrochent du site, combien de temps ils restent sur le site, et cela va vous permettre de comprendre quelles sont les pages qui ne sont pas efficaces, quelles sont les pages qui ne sont pas ergonomiques, quelles sont les pages qui n'ont pas les bons appels à action, quelles sont les pages qui ne permettent pas de donner envie à l'utilisateur d'aller plus loin. Suivez vos mots-clés. C'est important de comprendre comment Google lui-même vous perçoit et vous comprend et vous positionne. Comprenez quelles sont les sémantiques qui sont fortes sur votre site, travaillez-les si elles sont importantes et changez-les si elles ne correspondent pas du tout à votre activité. Ça ne sert à rien d'être référencé sur des sémantiques locales, par exemple, dans lesquelles va y avoir les villes autour de chez moi ou de mon entreprise, si je cherche à avoir de la visibilité nationale ou internationale. A l'inverse, ça ne sert à rien d'avoir des mots-clés hyper pertinents au niveau national si je ne vends que en local. Donc, suivre ces mots-clés tels qu'ils sont indexés dans Google, ça permet de mieux comprendre comment il me comprend et donc d'optimiser mon positionnement. Et puis, augmenter vos types de conversion. C'est quelque chose qui est spécifique aux outils de statistiques, que ce soit Google Analytics ou que ce soit Matomo. Vous avez la possibilité de configurer ce qu'on appelle de la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est un objectif. Par exemple, si la personne envoie le formulaire, c'est l'objectif envoyer le formulaire. Si la personne achète un produit, c'est l'objectif acheter un produit. Et bien, dans Google Analytics, dans les outils de statistiques, vous allez pouvoir configurer ces conversions. Et c'est important de les mesurer. Parce que c'est comme ça que vous pourrez savoir de bout en bout combien de personnes arrivent sur votre site, combien partent, combien restent, et sur ceux qui restent, combien sont vraiment intéressés par votre site et votre produit. Et c'est en sachant ça que vous allez pouvoir améliorer votre conversion et optimiser votre conversion. Pour aller plus loin, parce que une fois que vous avez mis en place tous ces leviers-là, vous pouvez encore aller plus loin si vous le souhaitez. 3 conseils. Premier conseil que je vais vous donner, avez-vous pensé aussi à votre transformation hors digital? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez mettre en place un site internet qui va être hyper ergonomique. Vous allez réfléchir chaque sémantique sur chaque page. Vous allez faire du référencement naturel pour que dans le long terme, on puisse vous trouver. Vous allez faire du référencement payant pour que sur le court terme, on puisse vous trouver et que vous puissiez cibler des utilisateurs et acquérir de nouveaux visiteurs. Et sur votre site internet ou sur votre landing page, vous avez un numéro de téléphone. Vous avez un bouton d'appel à l'action qui permet d'envoyer un formulaire. Mais que se passe-t-il une fois que la personne vous a appelé? Que se passe-t-il une fois que le formulaire est arrivé dans votre boîte mail? Est-ce que vous avez des processus en interne? Est-ce que vous avez des procédures qui vous permettent de vérifier que vous continuez d'optimiser la transformation? Parce que si vous récoltez 10 leads, 10 prospects qualifiés par ces techniques-là, mais que derrière personne ne répond au téléphone, que derrière personne ne répond au mail, ou que les prospects sont laissés, est-ce que tout ça en valait le coup? Et donc c'est important, lorsqu'on réfléchit digital, de aussi penser à la suite, ce qui se passe hors digital. Je viens de vous le dire, les appels c'est important. Généralement on laisse son numéro de téléphone sur son site internet ou sur sa landing page. Pensez au call tracking, j'en parlais déjà la dernière fois et la fois d'avant. Le call tracking, ce sont des outils payants qui vous permettent d'avoir des numéros de téléphone qui font tampon avec votre vrai numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Les gens vous appellent et vous voyez comment ils vous appellent sur votre ligne classique. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir mesurer le nombre d'appels que vous avez reçus, le nombre d'appels que vous avez loupés, le temps que vous avez passé au téléphone. Et tout ça, ce sont encore des données et ça re-rentre dans nos statistiques, ça re-rentre dans le digital et on va pouvoir le mesurer et l'optimiser. Et puis, troisième point,
Avez-vous pensé à mettre en place un CRM, un outil qui sert à gérer votre relation client? Eh bien, pensez-y, parce qu'une fois que votre client va avoir laissé un formulaire de contact, une fois qu'il va vous avoir appelé, une fois qu'il va pouvoir potentiellement être rentré dans votre base de données, est-ce qu'elle existe, cette base de données? Est-ce que vous avez un moyen aujourd'hui de suivre vos prospects, vos clients, leur parcours, les échanges que vous avez avec eux? Quand est-ce qu'ils vous ont communiqué quelque chose la première fois, la deuxième fois, la troisième fois? Peut-être pas. Alors pensez à mettre en place un CRM. Repenser sa stratégie d'acquisition, c'est aussi penser à la transformation. Et une fois que la personne m'a appelé, une fois que j'ai réussi à faire cette acquisition, qu'est-ce que j'en fais? Et donc ces trois éléments-là sont très importants pour pouvoir aller plus loin. Voilà pour cette présentation dédiée à la stratégie d'acquisition et comment, à partir de votre site internet, du référencement naturel, du référencement payant, des réseaux sociaux, des landing pages, vous pouvez créer de la donnée et créer des flux d'activation de clients, et comment vous pouvez, grâce à vos statistiques, comprendre qu'est-ce que font ses prospects et son client sur votre site, et comment vous pouvez optimiser vos supports et vos méthodes de communication pour mieux les transformer. Je vais vous faire un petit cadeau. Pour tous ceux qui se sont inscrits via l'Eventbrite, c'est-à-dire par l'événement qui est en ligne. Et pour ceux qui ne se seraient pas inscrits par cet événement-là, mais qui seraient passés par une agence, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une agence. Lorsque vous allez recevoir la vidéo du webinaire qu'on vient de terminer, vous allez recevoir en plus un lien qui va vous permettre de faire un audit de référencement naturel de votre site. Cet audit-là, il vous permettra de savoir techniquement les points forts et les points faibles de votre site pour vous donner une première piste d'optimisation technique de votre site et donc d'amélioration de votre contenu. Et ça sera compris dans le mail avec le replay du webinaire et le support du webinaire. Voilà en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ces différentes informations ont été pertinentes pour vous, que cela vous a donné envie de regarder votre site internet, de le passer à quelques proches pour voir s'il est vraiment ergonomique, de voir s'il est bien référencé naturellement en tapant des mots-clés dans Google, de réfléchir à est-ce que ça serait pas intéressant de faire du référencement payant et de pourquoi pas acheter en fait de nouveaux prospects en ciblant correctement ces prospects. Est-ce que je suis bien présent sur les réseaux sociaux et est-ce que je les utilise correctement? Et surtout, est-ce que j'ai mis en place un outil de statistique et est-ce que je m'en sers vraiment? Si vous avez répondu non à certaines de ces questions, eh bien n'hésitez pas à faire des recherches Google, à me contacter, contacter des agences. En tout cas, nous restons à votre disposition pour vous aider dans cette transformation-là. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne continuité dans le confinement, puisque nous sommes sûrement amenés encore à continuer quelques semaines. Nous verrons les annonces. Je peux déjà vous prévenir que la semaine prochaine, vous aurez un webinaire qui sera organisé par l'agence de Monaco sur le thème de Google My Business, donc une sous-partie du référencement naturel et l'optimisation de sa visibilité en ligne, aux mêmes heures normalement, 14h30 mardi prochain. Vous aurez par mail toutes les informations. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine qui vient juste de commencer, et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant ces 45 minutes et à très bientôt.